Bonsoir à tous, bonsoir Sonia. Bonsoir Michel. Au sommaire du 18h de Public Sénat, le plan de relance de 26 milliards d'euros détaillé à Douai à la mi-journée par Nicolas Sarkozy. Priorité à l'investissement et au soutien aux entreprises. Des mesures en faveur de l'automobile avec la prime à la casse et du bâtiment. 100 000 logements sociaux dans les 2 ans. La droite salue une grande ambition. La gauche déplore l'oubli du pouvoir d'achat. Sinon, une prime de 200 € pour les bénéficiaires des minima sociaux. Ségolène Royal estime que le plan n'est pas à la hauteur du problème. Cette relance vise à repousser la perspective d'une récession annoncée en 2009 dans la zone euro par la Banque Centrale Européenne, la BCE, qui a réduit de 0,75 points son taux directeur aujourd'hui, la plus forte réduction de son histoire. La suppression de la publicité sur France Télévisions, au besoin par décret, fait savoir Christine Albanel, alors que le texte retardé à l'Assemblée nationale ne sera pas examiné par le Sénat avant janvier. Et nous avons bien sûr réuni ce soir de nombreux invités pour une édition spéciale relance, des économistes, des représentants des secteurs touchés comme le bâtiment, Jean Arthuis, le président de la Commission des finances au Sénat, et le socialiste Thierry Repentin. Une mission délicate donc aujourd'hui pour Nicolas Sarkozy, sauver la croissance en France. Oui, c'est à Douai, dans le Nord, sur le site d'une usine Renault frappée par la crise, que le chef de l'État a dévoilé son plan de relance. Priorité est donnée à l'investissement. On écoute le chef de l'État. Notre réponse à la crise, c'est l'investissement. Parce que c'est la meilleure manière de soutenir l'activité pour sauver les emplois d'aujourd'hui. Parce que c'est la seule manière de préparer les emplois de demain et parce que nous avons des retards d'investissement considérables et cela fait des décennies que lorsque la France a arbitré entre dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement, la France sacrifie depuis trop longtemps l'investissement au fonctionnement. Nous vous proposons le choix strictement inverse. Voilà, c'est un arsenal de 26 milliards d'euros mobilisés pour soutenir des secteurs en berne, en particulier l'automobile et le logement. On écoute Nicolas Sarkozy. Laisser s'accroître dans l'avenir le déséquilibre entre l'offre et la demande de logement serait catastrophique. C'est pourquoi je vous annonce que nous avons décidé de doubler le prêt à taux zéro. Et un programme supplémentaire de construction de 70 000 logements sera lancé dès l'année 2009. Moitié dans le logement social, moitié dans le logement intermédiaire. L'autre secteur prioritaire, c'est l'automobile. C'est pourquoi une prime à la casse va être instaurée pour inciter les Français à renouveler leurs véhicules. Cette prime s'appliquera, monsieur le maire de Douai, aux véhicules utilitaires légers, dont certains sont fabriqués ici, à Douai. Son montant sera de 1 000 € pour tout achat d'un véhicule neuf émettant moins de 160 grammes de CO2. Et les réactions au plan de relance à droite, on applaudit et on parie sur un électrochoc pour l'économie. À gauche, pour Ségolène Royal, il s'agit d'un plan composé de mesurettes qui ne sont pas à la hauteur du problème. Autre réaction, le président socialiste de la Commission des finances à l'Assemblée, Didier Migaud, parle d'un plan qui ignore le pouvoir d'achat. Parmi les priorités affichées, il y a donc le logement avec de nouvelles constructions annoncées. Oui, clairement, Nicolas Sarkozy a fait le choix de stimuler l'offre et la construction de logements. Plus de 70 000 chantiers seront lancés sur 2 ans. Ils s'ajoutent aux 30 000 logements annoncés à prix décoté. Un véritable défi alors que la plupart des chantiers restent inachevés, y compris pour les produits haut de gamme. Élise Cardi. Sur ce chantier en plein Paris, 6 maisons individuelles à vendre, valeur unitaire 1 400 000 €. En temps normal, ce promoteur n'aurait eu aucun mal à trouver acquéreur, mais avec la crise, la moitié d'entre elles restent à vendre. Je pense qu'on avait prévu de terminer la commercialisation fin 2008. Il est évident que pour nous, financièrement, il va falloir qu'on porte ça au moins jusqu'à l'été 2009. Ça aura des conséquences financières hein. Et ça aura des conséquences de par le portage de l'opération et de par le blocage de nos fonds propres pour relancer d'autres opérations. Parce que tout ça, c'est un enchaînement. Filia est un petit promoteur, une PME de seulement 15 employés. Si ses chantiers sont en danger, elle devra réduire son personnel. Pour Philippe Chénaud, si on en est arrivé là, c'est surtout que les banques ne jouent plus le jeu, ni avec les acheteurs, ni avec les vendeurs.
Lorsqu'aujourd'hui on leur présente un dossier de 72 logements avec un financement sur 24 mois le temps de construire, ce sont des gens qui nous demandaient à peu près 30% de programmes vendus, c'est-à-dire pour pouvoir nous mettre le financement en place. Aujourd'hui ils nous demandent 60%, donc c'est plus la peine, on ne peut plus jouer dans ces conditions-là. Plus la peine de jouer, si les promoteurs souffrent et que les chantiers s'arrêtent, la situation pourrait devenir très grave rapidement. La brutalité de ce qu'on vit aujourd'hui fait naître une crainte, bien sûr de la pénurie, bien sûr des destructions d'emplois, mais surtout, peut-être, dans la préoccupation immédiate là, c'est un appareil de production qui se détruit. Et si cet appareil de production est détruit, il faut le reconstruire, ça prend beaucoup de temps. Les professionnels veulent pourtant rester optimistes, quitte à ne pas regarder les chiffres de trop près. Entre août et octobre, les chantiers de logement ont diminué de 20,6% par rapport à la même période l'année dernière. Et le président de la Fédération des promoteurs constructeurs de France sera notre invité. Tout à l'heure, il pourra réagir donc aux mesures qui ont été annoncées pour le bâtiment par Nicolas Sarkozy. Va-t-on parler, après la baladurette et la jupette, de la Sarkozette? Dans tous les cas, c'est le retour de la prime à la casse, une prime de 1 000 € donc pour les consommateurs souhaitant se débarrasser de leur vieux véhicule pour en acheter un neuf. Objectif, doper les ventes, mais cette incitation, s'en souvient, déjà mise en place par les gouvernements Juppé et Balladur, n'avait jamais connu le succès escompté. Anne-Louise de Rohan. Elle a déjà son nom, la Sarkozette. Cette prime à la casse de 1 000 € doit encourager les automobilistes à vendre leurs vieilles voitures et en acheter une nouvelle. Ce qui contribuera à éliminer nos stocks de voitures, relancera la production automobile et mettra un frein actuellement à tout ce qui se passe avec le chômage technique qui est extrêmement préoccupant pour l'ensemble de l'industrie automobile et de toute la sous-traitance. Une mesure qui n'est pas vraiment une première. Édouard Balladur et Alain Juppé avaient chacun proposé la même prime précédemment. Une prime ponctuelle qui a bien eu l'effet escompté. Seulement, elle peut avoir un effet boomerang pour le secteur automobile, pas nécessairement positif. Dès que les gens adhèrent, une fois que c'est lancé, ils y vont. Et puis c'est surtout le jour où ça va prendre fin, ils se précipitent. Et c'est là où le marché se retrouve déstabilisé. Donc il faut s'attendre à ces effets de vague dans les prochains mois. Du côté des consommateurs, c'est plutôt le scepticisme. Ils n'y voient pas vraiment leur intérêt. 1 000 €, c'est pas encore assez quand on voit qu'aujourd'hui, pour avoir une voiture correcte, il faut compter entre 15 000 et 18 000 €. Vous donnez 1 000 € et que vers la fin, ça me coûtera plus que ça. Et je pourrais pas subvenir, je pourrais pas facilement changer mon véhicule. Car 75% des voitures sont achetées à crédit. Pour réamorcer la pompe, Nicolas Sarkozy prévoit donc d'injecter 1 milliard aux sociétés de financement des deux grands constructeurs français. On rappelle qu'il y a 1 million de voitures en souffrance aujourd'hui sur les parkings des constructeurs automobiles français. Et ce plan anti-crise, ce plan de relance se veut massif. 26 milliards d'euros sont mobilisés, soit 1,3% du produit intérieur brut, alors que Nicolas Sarkozy avait annoncé le 8 janvier dernier que les caisses étaient vides. Alors d'où vient l'argent, Emmanuel Kessler? Ouais, alors une pluie de milliards, c'est un peu l'impression qu'a donné ce discours de Nicolas Sarkozy. Ça change, on a presque envie de dire vive la crise, puisque d'un seul coup ce matin, pour reprendre le slogan de campagne, tout est devenu possible, notamment des projets qui traînaient depuis des années et qui paraissaient non finançables, comme des nouvelles lignes de TGV. Alors l'explication, c'est que la France a choisi de s'endetter et de lâcher la bride sur le déficit public. Il va atteindre 4% du PIB à la fin de l'année. Et l'endettement va passer de 65 à sans doute 70%. Pourquoi un tel changement? Ça demande au moins un effort d'explication, parce qu'on disait aux Français jusqu'à il y a quelques mois qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre. La première réponse, c'est évidemment que les circonstances ont tout bouleversé. Face à l'ampleur de la crise, tous les pays dépensent massivement pour redonner de l'oxygène à l'économie. Et ne rien faire coûterait bien plus cher, dit Nicolas Sarkozy. Deuxième élément, c'est qu'après tout, la France va se trouver dans une situation qui est plutôt moins délicate que celle de la Grande-Bretagne au terme de son plan de relance, qui va atteindre 8% de déficit par rapport à son produit intérieur brut. Et puis le troisième argument fort pour ce plan, c'est que on dit qu'il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette. Et là, ce serait plutôt de la bonne dette, c'est-à-dire des dépenses d'investissement qui préparent l'avenir, qui créent du patrimoine quand on fait des infrastructures, qui peuvent, même s'il faut attendre les détails, donner plus de compétitivité aux entreprises quand on va, par exemple, construire des voitures vertes. Donc ça, c'est plutôt à terme, à long terme, générateur de croissance. Maintenant, le seul élément, c'est qu'à partir du moment où on lâche comme ça sur la dépense, c'est vrai qu'il faut s'attendre peut-être à ce que, dans les mois qui viennent, alors qu'on dit que
que le plan a été un peu timide du côté du pouvoir d'achat immédiat, il y ait des revendications sociales qui soient assez fortes parce que la crise va être difficile à passer. Merci Emmanuel. Quel gain de croissance peut donc espérer la France? Nous poserons la question tout à l'heure à nos invités économistes et responsables politiques comme Jean Arthuis qui vous a écouté avec attention quand vous avez parlé de la dette. La nouvelle est tombée quelques minutes après la présentation par Nicolas Sarkozy de son plan de relance. Oui, c'est une bonne nouvelle. La Banque Centrale Européenne qui a décidé d'abaisser de 0,75 points de pourcentage à 2,5% son principal taux directeur. On précise que c'est la plus forte réduction de son histoire. La loi sur l'audiovisuel traîne toujours en longueur. Oui, et encore des passes d'armes aujourd'hui à l'Assemblée nationale, notamment sur la nomination du président de France Télévisions par l'exécutif. Et face à l'enlisement du texte du fait des contestations de l'opposition, bien la ministre de la Culture rappelle qu'il est possible de supprimer la publicité par décret, mais le texte risque d'arriver en retard au Sénat. Pierre Bonne-Joseph. Nicolas Sarkozy voulait une télévision publique débarrassée de la publicité au 1er janvier et il l'aura, malgré les recours successifs déposés par la gauche à l'Assemblée nationale qui ralentissent les débats. Rien n'empêche France Télévisions d'anticiper une loi pourvu que la compensation financière soit là. Les 450 millions d'euros ne figurent pas dans la loi actuelle mais dans la loi de finances. Premier point, que par ailleurs les engagements de la ministre et les discussions actuellement en cours sur le plan d'affaires font que les 450 millions aujourd'hui sont garantis à France Télévisions. Si le montant de la compensation est acquis, reste la recette employée. Pas encore votée à l'Assemblée nationale, que la loi est d'ores et déjà contestée au Sénat. Auditionnés cet après-midi, les producteurs indépendants tentent de modifier ce qui peut l'être. Nous mobilisons l'ensemble des créateurs pour essayer de trouver d'autres solutions que l'absurdité, par exemple, d'avoir un budget qui dépend des recettes publicitaires de TF1 ou d'M6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si TF1 et M6 ont des recettes publicitaires qui s'effondrent, le France Télévisions voit son budget s'effondrer. Nous trouvons que c'est absurde. Un temps évoqué, la menace du recours au 49.3 semble s'éloigner à l'Assemblée nationale. La gauche sénatoriale, elle, se dit prête au débat, sans précipitation. Le Dalai Lama était au Parlement européen. Oui, et il a plaidé la cause des Tibétains. Le Dalai Lama a rappelé que les Tibétains ne veulent pas l'indépendance, mais une autonomie dans le cadre de l'État chinois. Le chef spirituel des Tibétains rencontrera, on le rappelle, samedi Nicolas Sarkozy en Pologne. Pékin qui proteste contre cette rencontre et menace la France d'une dégradation de leurs relations commerciales. Et puis un sénateur socialiste, Claude Domézel, élu des Alpes de Haute-Provence, a été nommé aujourd'hui à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Le nouveau président UMP du Sénat, Gérard Larcher, évoque une politique d'ouverture avec cette nomination. Tout de suite, notre question donc à 26 milliards d'euros. Le plan de relance peut-il éviter à la France de connaître la récession? C'est à suivre avec tous nos invités. Et on commence par un rapide tour de table pour répondre à cette question, une question simple. Le plan de Nicolas Sarkozy peut-il vraiment relancer l'économie, messieurs? Oui, non. Jean Arthuis. Oui, non. Je pense qu'il peut amortir les effets de la crise. Michel Didier, économiste, président de Rexecode. Vous avez posé deux questions. Est-ce qu'il peut éviter la récession? La réponse est évidemment non, puisqu'on est dedans. Par contre, est-ce qu'il peut atténuer la récession et ses effets? La réponse est oui. Nous sommes pour vous officiellement là déjà en récession? Oui, depuis le printemps. Olivier Pastré. Pas nous, enfin ça dépend ce que vous appelez nous. Le monde est en récession. Oui, la France c'est dans le monde. Donc la réponse à votre question c'est clairement non. Il est plutôt gentil ce plan. Mais clairement ça va pas, c'est pas à la mesure de ce qu'il faudrait faire. Et il ne pouvait probablement pas faire plus. Hein. Il ne faut pas lui jeter la pierre. En un mot. Je pense que ça va quand même atténuer le choc pour la France, surtout que s'y ajoute le bas niveau des taux d'intérêt, la baisse du prix du pétrole et la légère baisse de l'euro. Alors Olivier Pastré, vous dites ce plan, il est gentil et on ne pouvait pas faire autrement. Non, je signale qu'on sort très clairement des critères de Maastricht. Avec 4%, de déficit. Je trouve que c'est une très bonne décision qui est adaptée à la crise. Il faut surtout pas se bagarrer là-dessus. Et ceux qui le critiquent ont à mon avis tort. Il faut pas se faire d'illusions. On est dans une économie mondiale en crise. La France, c'est un petit caillou. En gros, le FMI dit qu'il faudrait une relance de 1000 milliards de dollars.
Je pense que c'est plutôt une version soft. Il faudrait probablement plus. Par rapport à ça, c'est la petite pierre dans l'édifice. Voilà. Après, on peut discuter les points techniques, mais sur le fond, je ne crois pas qu'il pouvait faire plus. C'est évidemment pas suffisant pour sortir de la crise. Parlons du fond, justement. C'est un plan de relance qui est essentiellement pour l'investissement et pas pour la consommation. Est-ce que c'est la bonne méthode qui est utilisée? Est-ce que c'est celle qui va porter ses fruits? Sûrement. Jean-Arthuis. Sûrement, c'est du bon investissement, c'est de la bonne dette, puisqu'il est clair que toutes ces dépenses vont être financées par un supplément de dette. Moi, je pense d'abord que le budget qu'on est en train de voter, la loi de finances pour 2009, c'est déjà en soi un plan de relance. Avec 57 milliards de déficit prévisionnel pour l'État et une bonne dizaine de milliards de déficit pour la sécurité sociale, c'est déjà un bel amortisseur des effets de la crise. Alors, ce qui vient ici me paraît bon. D'abord, il y a une dette qui existait déjà, puisque l'État va accélérer le paiement de ce qu'il devait aux entreprises, à hauteur d'à peu près 11 milliards. Bon, après tout, il n'y avait pas de raison pour que la trésorerie de l'État soit financée par les entreprises. Ça, c'est très bien. Pour le reste, il y a un certain nombre d'investissements structurels. Bon, alors on va anticiper, ça va susciter de l'activité. On a parlé aussi, enfin la grande question qu'il faut se poser, c'est dans quel état va être la France quand on va sortir de cette crise. Est-ce qu'on va retrouver de la compétitivité? J'ai entendu le discours du président sur les automobiles et la nécessité de ne pas considérer la désindustrialisation comme une fatalité, les délocalisations comme une fatalité. Moi je trouve ça formidable, mais si l'on veut lutter efficacement contre les délocalisations, il faut probablement qu'on revoie les coûts de production. Et j'attends une réponse à un financement autre de la protection sociale, notamment des branches santé et famille. Henri Serdignac, outre l'investissement, est-ce qu'il y avait une autre option, notamment le soutien des ménages? C'est ce que défend la gauche aujourd'hui dans ses réactions. Disons que la particularité de ce plan, c'est d'abord qu'il est extrêmement conjoncturel. Donc Nicolas Sarkozy commence très bien son discours en disant la crise est structurelle, il faut tout changer. L'économie ne fonctionnera plus demain comme elle fonctionne aujourd'hui, et ensuite il prend un certain nombre de mesures qui sont extrêmement ponctuelles, qui sont limitées à 2009 ou 2010, donc on n'a pas vraiment une direction. Dans un certain nombre de cas, effectivement, en ce qui concerne l'automobile, il dit qu'il faut changer le fonctionnement des entreprises, il faut interdire les délocalisations, mais il n'y a pas de vrai projet global qui nous disent voici la nouvelle direction de l'économie française. Par ailleurs, naturellement, on peut regretter qu'il n'y ait aucune mesure en faveur des ménages, que les mesures en faveur de la consommation sont extrêmement limitées et que les mesures directes en faveur de l'emploi, en faveur des chômeurs, sont là aussi extrêmement faibles. Vous êtes d'accord? Ce plan va s'essouffler avant la fin de la crise? Je pense qu'on a vu les limites d'une politique de la demande. Vous voulez dire lors des précédents plans de relance qui avaient été notamment décidés c'est très simple. Par François Mitterrand, on donne du pouvoir d'achat et ça se traduit pour l'essentiel en 2007 avec le TEPA. Et ça se traduit par un surcroît d'importation. C'est une relance coordonnée. Alors ça crée de l'emploi, mais ça crée de l'emploi hors de France. Bon. Donc je pense qu'il est urgent de faire en sorte que l'on recrée des richesses en France et que l'on redonne de la compétitivité à l'emploi en France. Maintenant, il y a des gens qui vont se trouver en très difficile situation. Il y a quand même quelques mesures qui sont proposées, notamment en destination du public qui relève du revenu de solidarité active, une prime de 200 €. Tout ça est modeste, naturellement. Mais je pense qu'il va falloir naturellement que tous ceux qui ont en charge le maintien de la solidarité soient particulièrement vigilants et qu'on trouve aussi le moyen de répondre intelligemment à une demande de formation professionnelle et ne pas laisser ceux qui vont se trouver en chômage partiel ou qui vont perdre leur emploi en situation d'attente. Au contraire, je crois qu'il faudra profiter de cette période pour renforcer la compétence professionnelle. Michel Didier, est-ce que ce plan donne trop à l'industrie et pas assez aux ménages, comme on l'entend? Je crois que c'est une très mauvaise opposition et qui n'a pas beaucoup de signification. D'abord, le débat consommation ou investissement, nous avons des expériences de plan de relance par la consommation ou espérées par la consommation. Nous en avons en France et nous avons à l'étranger. À l'étranger, il n'y a pas besoin de remonter très loin. Il y a eu un plan de relance des États-Unis où ils ont distribué 150 milliards d'euros essentiellement
sous la forme de chèques, hein, ils ont distribué de l'argent. Bon, ils ont aujourd'hui un déficit public de 9% du PIB. Ça a fait quoi? Ça a fait un petit blip au deuxième trimestre, et aujourd'hui les États-Unis sont encore plus en récession que nous. Voilà l'effet d'une relance de la consommation. Et on en a l'expérience en France. On l'a fait 2 fois. Oui. On l'a fait dans les années 74-75, parce qu'on était surpris par le premier choc pétrolier. On a fait de la relance. Bon, on a fait de la relance, ça n'a pas très bien marché, et ça aboutit quand même après à plusieurs années de contrôle ou de maîtrise des prix. Ça s'est appelé le plan Barre, qui a un petit peu freiné quand même la croissance économique, avant de relancer d'ailleurs la croissance à long terme. Et puis on a eu 80-82, qui a été un désastre économique, il faut bien dire la vérité, parce qu'on a conjugué un plan de relance avec une surcharge des coûts. On a abouti à 3 dévaluations successives. Aujourd'hui, ce serait encore plus catastrophique, parce qu'on peut même plus dévaluer. Donc tout ceci se traduirait par une perte terrible de compétitivité. Donc ça, il faut pas le faire. Donc vous nous dites que les faits sont têtus et que donc les faits sont têtus, évidemment. Donc quand on veut soutenir la croissance, évidemment, il faut aller se tourner vers quelque chose qui, au moins, qui peut-être soutient à court terme, mais en plus, a un intérêt de moyen terme, c'est-à-dire essaye d'enrayer cette perte de compétitivité qu'on a depuis plusieurs années. On trouve cela dans le plan. Alors là, il est mitigé, hein. Mitigé. Il y a plusieurs choses, il y a beaucoup de choses, y compris du social qu'il ne faut pas négliger. Ouais. Et je crois qu'il fallait en faire. Il est équilibré. Il y a du logement, il est très équilibré en termes, je dirais, de type de mesures, en termes d'efficacité, 26 milliards d'euros, dont il faut bien le rappeler, toutes ne sont pas de même nature. Par exemple, il y a des remboursements de dettes aux entreprises. À quoi ça sert un plan de relance? Ça ne sert pas à bouleverser le monde. Ça sert à passer un cap difficile et à amortir un recul conjoncturel. Mais c'est autre chose que de se dire la croissance à moyen terme et à long terme. C'est un deuxième sujet. Ça, c'est un sujet qui est pas trop mal traité parce que justement les mesures servent un peu aux deux. Améliorer notre compétitivité par l'investissement, éviter à des entreprises de faire faillite, parce que c'est le sujet du jour, quand même, et permettre... Ça, on le voit tous les jours, hein. On les voit, les plans sociaux, le chômage technique, qu'est-ce qui va se passer selon on est avec des points de vue très différents, assez d'accord sur une chose, c'est que on craignait une relance par la demande qui, évidemment, aurait augmenté les importations, c'est plutôt globalement offre, avec un peu de social, et un truc complètement idiot qui est la prime à la casse, qui est on en parlera, on y reviendra, on fera le débat sur la prime à la casse. Absolument cataclysmique, mais ça sert à rien, ça fait plaisir aux constructeurs automobiles. Si ça libère un petit peu les concessions des stocks de voitures. Point numéro 1, on va acheter des Toyota. Point numéro 2, Renault produit en Hongrie. Donc objectivement, si vous cumulez les deux, ça va pas avoir beaucoup d'effet. On n'a pas nos usines alors. Est-ce que vous avez entendu, je ne sais pas, de Nicolas Sarkozy parler d'éventuelles contreparties pour les constructeurs automobiles, non, en matière d'emploi, de délocalisation? Est-ce que c'était suffisant? Ça fait 15 ans que les constructeurs automobiles n'investissent plus en France, pas plus qu'en Europe occidentale. Ils ont leurs responsabilités dans ce qui leur arrive. Alors, il y a Toyota qui est l'exception à Valenciennes, mais en dehors de cela, on le dit les uns et les autres depuis 15 ans, c'est la délocalisation systématique. Souvenez-vous, la Logan, on vous a dit, ah mais rassurez-vous, c'est en Roumanie, mais c'est pour les pays émergents. Et puis 2 ans après, on vous a expliqué que ce serait quand même fâcheux de ne pas offrir aux Français une voiture à si bon marché. Bon, donc la messe est pratiquement dite. Et la question maintenant, c'est de savoir si l'aéronautique va y passer de la même façon. Qu'est-ce qu'on fait pour enrayer ce processus vous êtes globalement d'accord, même si vous n'êtes pas tous de la même philosophie économique, mais où se trouvent les nuances? Il y a un point de fond. Où c'est et il y a 2 mots qui ont été cités, conjoncturel et structurel. Et je pense que vous aviez la même appréciation sur les deux sujets. On est dans le conjoncturel. Ça va remettre un petit peu d'huile dans les rouages. Ce n'est malheureusement pas... C'est de consolider l'économie pour l'année prochaine. Donc il faut continuer les réformes, faire vraiment le maximum pour l'offre plutôt que pour la demande, en réglant évidemment les problèmes sociaux que cette politique peut provoquer. Mais clairement, on est quand même dans une série de réformes d'ordre assez conjoncturel. Le problème, c'est est-ce qu'on sortira de la crise si effectivement on ne donne pas une direction, si on n'indique pas effectivement quelles sont les réformes structurelles que l'on va faire. Et le problème du discours du président Sarkozy, c'est qu'il reste extrêmement ambigu sur ce point, où d'un côté, effectivement,
peut toujours faire l'éloge de la compétitivité, mais on ne dit pas comment on l'obtient. Et de l'autre côté, il y a quand même une direction extrêmement colbertiste, pour vous faire plaisir, dans lequel, effectivement, l'État demande des engagements extrêmement précis, par exemple aux constructeurs automobiles sur la localisation de leur production. Donc il va falloir choisir, est-ce qu'effectivement l'avenir de la France, c'est les réformes structurelles libérales et la baisse des dépenses publiques, du nombre de fonctionnaires, ou est-ce qu'effectivement on essaye de lancer une nouvelle croissance en tirant les leçons de la crise et de la faillite du libéralisme? Vive le pragmatisme en période de crise, mais le pragmatisme a ses limites. Je crois qu'on dit à peu près la même chose. Non mais attendez, rappelez-vous le New Deal. Et à un moment, Roosevelt, il a dit, la récré est finie, on va dans le mur, et en 100 jours, il a passé 15 textes de loi de mémoire, dont des textes absolument fondateurs, et il a mis tout ce qu'il pouvait mettre sur la table. Mais, et c'est là où je suis d'accord avec Henri, ce qui n'est pas toujours le cas, là, il faut donner quelques éléments structurants, et le pragmatisme, c'est-à-dire on essaie de faire plaisir un petit bout aux constructeurs pour pas désespérer Billancourt, enfin, tout ça, je pense que ça a ses limites. Encore une fois, le bilan de ce plan de relance est pour moi globalement positif. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais est-ce que selon vous, c'en est fini de la promesse électorale de Nicolas Sarkozy, qui se voulait en tous les cas le président du pouvoir d'achat? Moi, je crois qu'avec les lois que nous avons et que nous tardons à modifier, je vois arriver, à chaque fois qu'on constitue un nouveau gouvernement, un Premier ministre qui monte à la tribune du Parlement pour dire j'ai deux préoccupations, deux priorités, lutter contre la vie chère et le plein emploi. Or, on a des lois qui obligent, si on veut servir le pouvoir d'achat, à aller faire ses courses à l'extérieur, parce que ça coûte moins cher. Ça fait le bonheur de ceux qui mettent sur le marché, qui distribuent. Mais c'est comme ça qu'on ruine l'emploi. Donc on a des réformes lourdes à accomplir pour retrouver la compétitivité du travail, des entreprises et des territoires. Et là, je suis encore en attente. Écoutez, moi je suis un peu surpris de ce que j'entends parce que on est d'accord sur le fait, je crois que le plan de relance est un plan de relance équilibré, correspondant à une certaine situation conjoncturelle, etc. C'est pas la réforme de l'économie française. Mais là où je suis surpris, c'est que on semble un peu considérer qu'il n'y a pas de réforme structurelle alors que c'est l'essentiel du programme du président Sarkozy et qu'il a fait en un an beaucoup plus de réformes structurelles que ce qu'on a pu faire depuis assez longtemps, il faut bien dire la vérité. Et c'est quand même en général ce qui est reconnu aujourd'hui dans son action. Sur le coût du travail, demain nous allons discuter au Sénat du régime fiscal des footballeurs de haut niveau, parce que là, naturellement, il faut des exonérations, sinon ils risquent d'aller ailleurs. Mais le problème est le même pour tous les salariés français. Ce que je veux dire, c'est que qu'on soit footballeur de haut niveau, gestionnaire de fonds de placement à risque ou ouvrier dans l'automobile, il va falloir qu'on se fasse à l'idée qu'on doit financer autrement la protection sociale. Là-dessus, je suis d'accord. Alors, je suis complètement d'accord. Vous le savez, si j'ai un petit regret, de la TVA sociale. Non, mais vous augmentez la TVA alors que vous avez dit, et on n'a pas rappelé par exemple qu'en Grande-Bretagne, Gordon Brown, il a décidé de baisser la TVA. Alors, ils ont fait une erreur. Vous pourriez mettre aucun doute, bien entendu. Vous pourriez mettre une taxe carbone compte tenu du fait que le pétrole est à $45. On peut imaginer financer par un supplément d'impôt sur le pétrole la protection sociale. Et à ce moment-là, alléger d'autant le coût de la protection sociale qui pèse sur le travail. Alors là, on parle des mesures de Nicolas Sarkozy, on fait aussi un peu de théorie économique, messieurs. Mais est-ce que vous êtes inquiet quand vous voyez l'accumulation des plans sociaux en France, la grogne qui monte? Quelles sont vos inquiétudes pour les semaines et les mois qui viennent et pour l'année 2009? Il faut aussi dire la vérité aux Français, ce qui est quand même un des problèmes qu'on n'a pas réglé. Ils la subissent. Non, attendez, ils en connaissent une, ils connaissent pas toute la réalité. Ça fait 1 an et demi qu'on est dans une crise gravissime et on commence depuis quelques semaines à dire ah oui, c'est une crise, il va peut-être falloir réagir. Il faut dire que cette crise, elle est très profonde et elle n'est pas finie. Des mauvaises surprises, il y en a encore. Nicolas Sarkozy dit c'est un mal profond. C'est une maladie. Même. Oui, et donc il faut profiter de cette occasion. Alors après, moi, je vous tiens pendant 3 heures, ce qui n'est pas l'objectif, sur quelles sont les réformes qu'il faut faire. Il faut modifier les règles de la gouvernance comptable, il faut modifier de la gouvernance comptable, de la gouvernance mondiale à travers le rôle du FMI, il faut réformer un certain nombre de trucs dans le système financier. Il y a un certain nombre de choses dans lesquelles la France a son rôle à jouer. C'est pas elle qui est évidemment la seule responsable. Mais l'Europe existe, il faut que l'Europe existe exceptionnellement bien. Il faut que l'Europe politique existe. Oui.
pour peser dans la régulation mondiale. Donc, mais maintenant, réagissez les uns et les autres à ces sombres perspectives et sur l'impact sur la vie des Français. Alors moi je veux tout de suite dire que je ne partage pas l'analyse qu'on est devant la grande dépression finale du capitalisme. Je crois que c'est une profonde erreur. Nous avons comme d'habitude pris conscience avec retard, parce que nous sommes en récession depuis 6 mois. Et on continue à parler des perspectives de récession ou du risque de récession. Quand même, les chiffres de Bercy ne disent pas ça. Il y a il y a eu un 0,14. Alors, ça ne veut rien dire. L'Europe est en récession. La France est en récession. Très bien. Tout à l'heure, les États-Unis sont en récession. Mais une récession, j'en suis à ma 5e récession depuis que je fais de l'économie, depuis que nous faisons d'ailleurs, parce que nous sommes la même génération, de l'économie, on en a eu en 60. On est toujours sorti d'une récession. Ça dure 4 trimestres et on en sort. Et mon point de vue, c'est qu'on n'est pas du tout devant une dépression, on est au fond d'une récession qui va se terminer entre 4 et 5 trimestres après son début. Ça veut dire, pour moi, que nous allons... Non, pas du tout. Nous sommes rentrés au printemps 2008. Nous sommes... Mais je suis en désaccord radical. Nous sommes entrés en récession au printemps 2008. Avant la fin 2009, nous en serons sortis. Mais attendez, je vais prendre un exemple. Rendez-vous est pris, alors. Rendez-vous quand vous voulez. Juste un exemple. Citigroup, c'est un exemple microéconomique, mais c'est aussi avec ça qu'on fait de l'économie. Valait 280 milliards de dollars il y a 1 an et demi. Il vaut 31 milliards de dollars. C'est un changement de paradigme. Là, le point de désaccord fondamental entre Michel Didier et moi ce soir, on est parfois d'accord aussi. Point de désaccord. C'est qu'on est en train de changer de paradigme. C'est pas la crise de 29, ça c'est pour les dépressifs. Mais ça n'empêche pas de changer de paradigme. Il va falloir changer sérieusement de paradigme. Il va falloir changer de paradigme. Et le problème, c'est qu'il faut trouver un nouveau paradigme. Changer de paradigme, alors expliquez-nous là ce que vous voulez dire. Changer de paradigme, c'est qu'on a une croissance qui était basée sur le développement de la bulle financière, de la bulle immobilière, du crédit, et qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. La bourse s'est effondrée, l'immobilier s'effondre. On a du mal à sauver le système bancaire. Et le problème actuel, c'est que faire? Un truc très simple. Les Anglais et les Américains, qui sont quand même logiquement libéraux, ils ont nationalisé leurs banques. Ça prouve qu'ils ont compris qu'il fallait changer de paradigme. Je dis pas que c'est une bonne chose. Je dis que c'est nécessaire et qu'il faut poser des questions qu'on ne posait pas. Changer de paradigme. Mais on va changer de sujet aussi. Je vous l'annonce. Ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'il faut être très gros. Et à partir de ce moment-là, vous êtes un risque systémique. Et c'est donc l'État qui vient nécessairement à votre secours. C'est vrai pour les banques, c'est vrai probablement pour l'automobile aux États-Unis. Moi, je crois, c'est que la crise, c'est d'abord l'overdose de crédit. Il y a un moment, il faut procéder à un rééquilibre entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. Très bien. On va reparler maintenant des mesures pour le logement. Et on va accueillir les sénateurs socialistes Jean Repentin et Jean-François Gabillet, qui est le président de la Fédération des promoteurs constructeurs. Je vais d'ailleurs demander à Michel Didier et à Olivier Pastré de leur céder le fauteuil. Comme ça, vous allez pouvoir poursuivre sur vos divergences à la porte du studio sur le paradigme. Hein. Voilà, mais d'abord, notre rubrique « Comment ça va chez vous, la crise ?» Comment ça va chez vous, Jean Arthuis? C'est la question qu'on vous pose sur la Mayenne, la crise concrètement, au plus près des Français. Il y a tous les sous-traitants de l'automobile qui sont en chômage partiel depuis la mi-septembre, avec beaucoup d'inquiétudes sur les mois qui viennent. Il y a le secteur du bâtiment qui fonctionne encore bien, mais chacun est conscient que dans 6 mois, dans 9 mois, on risque d'être placé devant une chute des commandes. C'est en cela que aussi bien les institutions locales, je pense au Conseil général, mais également les pouvoirs publics, doivent être prêts à prendre le relais. Nous avons forcément des chantiers à mener. Je pense à la modernisation d'établissements qui accueillent des personnes âgées. Je pense à des collèges, à des établissements qui accueillent du public. On va essayer de lancer des programmes, d'accélérer des programmes. Je pense par ailleurs que nous allons tirer des prix plus avantageux que ceux que nous faisions apparaître lors des appels d'offres il y a quelques mois encore. Car il est facile de négocier. Je pense qu'on va retrouver un... Est-ce que vous espérez tirer avantage des mesures de relance qui sont orientées vers les collectivités locales, justement, pour relancer les infrastructures? Je pense que c'est... D'abord, il faut constater que les collectivités locales sont l'investisseur public par excellence. Les 3/4
des investissements publics sont sous maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales. Je pense que ce qui serait bien, c'est d'ailleurs ce qu'a annoncé le président de la République, c'est d'accélérer ce qu'on appelle la liquidation du fonds de compensation de la TVA. Ceci se fait avec un décalage de 2 ans. Il serait bien que cela se fasse dans un décalage de quelques jours et que peut-être on dise que momentanément, quand une collectivité locale investit, eh bien, on lui rembourse instantanément ce qui correspond au fonds de compensation de TVA. Je pense qu'alors, elles peuvent aider à l'investissement et soutenir l'activité. Jean Arthuis, merci. On parle maintenant des mesures pour le logement. On va voir si nos invités y voient un plan cohérent. Donc deux invités nous ont rejoints, le sénateur socialiste Jean Repentin, qui est le spécialiste des questions de logement, et Jean-François Gabilla, président de la Fédération des promoteurs constructeurs. D'abord Monsieur Gabilla, puis ensuite Thierry Repentin. D'abord Jean-François Gabilla, le point sur le marasme du secteur, les mises en chantier, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Écoutez, les mises en chantier, il faut savoir qu'elles ne sont que la conséquence des ventes. Or, ce sont surtout les ventes qui ont fortement baissé, puisqu'au 3e trimestre 2008, le marché était inférieur de 44% à la même période 2007. Alors, c'est quelque chose que nous avions annoncé il y a un peu plus d'1 an, mais pas avec cette ampleur, parce que en octobre 2007, je pense que personne n'était capable de mesurer l'ampleur de la crise financière qui est arrivée. Mais on savait que de toute façon, le marché s'était retourné. On penserait qu'il serait à moins 15. Aujourd'hui, moins 44. Alors, quelles sont les mesures concrètement qui ont retenu votre attention ? Écoutez, les mesures, il y en a dans 2 domaines différents. L'un concernant l'investissement locatif, l'autre l'accession à la propriété. Concernant l'accession, la mesure phare, on peut dire, c'est le doublement du prêt à taux zéro, donc est une mesure que nous avions suggérée, enfin proposée, et qui est une excellente mesure, à condition qu'il y ait des accommodements techniques qui soient mis en œuvre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais et la deuxième mesure qui est passée relativement inaperçue, mais qui est pour moi certainement une des mesures les plus importantes, c'est le développement du pass foncier. Et notamment, le pass foncier, c'est un dispositif qui permet, en gros, à quelqu'un qui est sous certains plafonds de ressources, au lieu de financer 160 000 euros le prix d'un logement au départ, va financer 100 000 euros. Alors, vous n'avez pas obtenu la TVA à 5,5. N'en parlez pas, c'est mon drame. C'est votre drame. Alors, ça a l'air d'être celui de Christine Boutin qui s'est battue et qui subit une sorte de désaveu aujourd'hui. Enfin, vous n'y croyez pas, Disons que c'était, non, objectivement, il y a des raisons objectives pour lesquelles il n'y ait pas de la TVA à 5,5, mais c'est vrai que nous pensions qu'on aurait pu la mettre de manière éventuellement ciblée sur des zones très spécifiques, là où il y avait beaucoup de besoins. Je pense que c'était quelque chose de réalisable. Thierry Repentin. Oui, moi je suis assez, comme disait Jeune, assez scotché par les annonces qui ont été faites, au sens où on est en plein décalage par rapport à la réalité. Je comprends que M. Gabilla puisse trouver matière à satisfaction parce que on tente de répondre à la crise immobilière, mais on répond pas à la crise du logement. Oui. La crise immobilière, c'est le fait qu'on puisse plus vendre des produits que l'on met sur le marché parce qu'ils sont hors prix en quelque sorte. La crise du logement, c'est on ne trouve pas de logement qui effectivement permettent à nos concitoyens de se loger compte tenu de leurs conditions de ressources. Mais Nicolas Sarkozy veut lancer 70 000 chantiers en plus qui s'ajoutent aux 30 000 déjà annoncés le 15 octobre. C'est un défi réalisable pour vous ? En tout cas, c'est complètement à l'encontre du projet de loi que nous allons adopter cette nuit au Sénat. Ça concerne le budget logement et personne ne pourra contester le fait que je dois dire à mes collègues qu'on est à moins 36% en 2009 sur l'aide à la construction de logements locatifs sociaux qui sont abordables par l'ensemble de nos concitoyens. Mais là, il y a une ligne budgétaire qui a été annoncée par Nicolas Sarkozy. Il parle de 600 millions d'euros. Plus 55%, puisqu'on était à 100 000 logements, il doit y avoir 70 000 logements sociaux et 30 000 intermédiaires. Là, on annonce 70 000, 35 000 et 35 000. C'est plus 55%. Donc, Monsieur le Président de la Commission des Finances, sans doute ce soir, faut-il arrêter nos discussions parce qu'il y aura un collectif sur le budget, parce que franchement, comment il y aura un collectif au début de l'année 2009 à moins 36%, alors qu'à Douai cet après-midi, on nous annoncerait une relance de la construction des logements sociaux. Par contre, il y a une mesure, moi que je réclame depuis 3 ans, on me la refusait jusqu'à maintenant, c'était l'amélioration du prêt à taux zéro. Oui. C'est une bonne mesure, sous réserve qu'elle soit conditionnée à des prix de vente. Parce que, hélas, tout ce qui a été adopté cet après-midi ne limitera pas l'inflation des prix de l'immobilier, plus 145%. Regardez Jean-Arthuis en Mayenne, lui, ils sont tout puissants aujourd'hui pour négocier avec les entreprises du bâtiment. Que les prix vont certainement être revus quelque peu. On le constate dans les appels d'offres. Hein. Monsieur Repentage. Des prix de la construction, franchement, on atterrit sur un altiport, c'est-à-dire
un aéroport d'altitude et pas un aéroport de plaine. C'est quoi la marge aujourd'hui dans le bâtiment? Monsieur Diapilla, c'est quoi vos marges, par exemple? Vous pouvez rogner? Ça fait partie des secrets de famille. Mais vous pouvez rogner encore, là? Non, mais attendez. L'État vous force à négocier. De vous racheter 30 000 logements sur plan. Une marge. Il n'y a pas une marge. La marge qu'on peut être amené à faire, elle va largement dépendre de notre interlocuteur et de la manière dont on vend. Si on vend à un particulier avec un risque commercial, si on vend en bloc sans risque, etc. Les marges en ce moment en bloc à l'État 30 000 logements, vous allez jusqu'à combien? Je précise, on ne vend pas l'État, on vend des bailleurs sociaux. D'accord. Je dirais ça dépend de nous. Moi, je considère que si on ne vend pas en dégageant une marge minimale, c'est anti-économique, il ne faut pas le faire. D'accord. Mais vous ne donnez pas la réponse sur la risque. Non, parce que je ne suis pas dans la peau de mes confrères et la situation n'est pas la même. Si je prends un exemple, si aujourd'hui j'ai un terrain dont je suis propriétaire depuis 2 ans, j'essaie de monter une opération, j'ai beaucoup de dépenses, j'y arrive pas. Je vais être enclin peut-être à faire plus d'efforts parce que je veux récupérer la ligne de crédit dont j'ai besoin. Si c'est une opération qui est presque sur le point de démarrer et à qui j'ai envie de donner un coup de pouce, j'ai pas la même motivation. Donc je dirais, il n'y a pas de réponse. Vous êtes comment? Satisfait quand même ce soir? Globalement, on est satisfait. Il y a une chose que je regrette en revanche, et il y en a une bonne mesure en matière d'investissement locatif, c'est la possibilité enfin réclamé par les promoteurs depuis des années de développer des logements sociaux en PLS. Oui. Donc ça, c'est la catégorie de logements intermédiaires. Curieusement, jusqu'à présent, on en était de facto barré. En revanche, j'ai vraiment regretté qu'il n'y ait pas un coup de pouce donné au dispositif d'amortissement existant, quel que soit le nom qu'on lui donne, parce que, qu'on le veuille ou pas, le logement, l'investissement privé est un élément complémentaire indispensable à l'ensemble de la chaîne du logement. Et on ne pourra pas loger les Français ou en HLM ou en accession à la propriété. Mais vous avez bien retenu le message, manifestement, vous êtes prêt aujourd'hui à faire du logement intermédiaire. Bon, non, on en faisait déjà, on voulait en faire plus. Bon, il est de plus en plus surpris. C'est normal que Jean-François Gabilla, c'est le dernier d'ailleurs qui défend mordicus l'investissement en Robien et Borloo. Et chez moi, la crise, comment se traduit-elle sur le terrain, très clairement? Allez vous poser la question. Comment ça se passe chez vous, la crise? Je suis ravi de vous devancer sur mon territoire. L'offre de logements en défiscalisé, Robien, Borloo, continue. La vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à construire un logement qui soit en adéquation avec le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Que ce soit du locatif social, comme de l'accession sociale à la propriété, qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Et alors, pour répondre aussi à votre interrogation tout à l'heure en disant le président de la République dit 70 000 logements sociaux de plus. Avec qui comme financeur? Monsieur Arthuis, vous le savez, il n'y a plus un logement social en France, dans notre pays, ou l'accession sociale à la propriété, qui ne puisse se construire sans que les collectivités locales mettent la main au portefeuille. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait un logement social dans notre pays, que ce soit en locatif ou en accession sociale à la propriété, vous ne pourrez pas me démentir, l'aide de la collectivité locale de base, la commune ou l'intercommunalité, est supérieure à ce que met l'État aujourd'hui au pot commun. Ce qui veut dire qu'il y a un grand absent dans le dialogue cet après-midi à Douai, ce sont les collectivités locales. Et il faudra qu'on ait ce débat. Un point que je voudrais rectifier dans ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé d'une hausse des prix de 145%, je ne peux pas vous laisser dire ça. Les prix de vente de 145%, c'est une hausse dans le logement ancien. Non, globalement, moyenne française, dans le logement neuf, sur la même période, elle a été, c'est important, mais elle était de 80%, ce qui est quand même pas la même chose. Et pourquoi il y a eu une telle hausse dans le logement ancien? Plus que la bourse, mais... Non, mais attendez, oui, il faut voir d'où elle vient, où elle va aussi la bourse quand même. Mais pourquoi il y a une telle hausse dans le logement ancien? C'est aussi parce que il y a eu une demande qui a explosé sous l'effet de la prise de conscience qu'on ne construisait pas assez de logements en France, que les taux d'intérêt d'emprunt ont fortement baissé, donc ça a fait exploser la demande. Et comme beaucoup de ceux qui sont à l'origine du terrain constructif, que sont les collectivités locales, ont eu quelquefois, pas toutes, Dieu merci, mais quelquefois une politique malthusienne, ça fait flamber les prix. Et puis, l'inflation réglementaire, dont je dirais le Parlement, au sens large du terme, est quand même un tout petit peu responsable par moment, n'a rien fait pour contrôler les prix. Et puis, j'ajouterais quand même, vous parlez de logement social, mais la politique de mixité sociale qui a été imposée aux promoteurs dans certains cas, qui est une bonne chose, qui est une bonne chose dans le principe, mais qui se traduit par des ventes à perte, avec obligation de transférer le prix à côté, a largement contribué à l'augmentation des prix. Donc je dirais, oui, retravaillons toute la chaîne pour diminuer. On dit que ça va être quand même difficile de loger tous les gens qui sont en instance de logement en France. Très clairement, si on ne construit pas moins cher pour louer moins cher et vendre moins cher, nous ne résoudrons pas la crise du logement, qui est différent que la crise immobilière. D'accord. En tous les cas, Thierry Repentin, vous ne voterez pas encore le budget et la loi de Madame Boutin. Néanmoins, comme rapporteur, vous n'aurez pas assez de preuves concrètes d'ici ce soir. Néanmoins, comme rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, je rapporterai l'avis positif de la Commission, même si je voterai contre. On va vous laisser le dernier mot. J'aurai un collectif budgétaire au début de l'année 2009 pour ajuster le budget. Maintenant,
Vous avez évoqué des aides fiscales sur certains investissements. Monsieur le Président, il m'arrive de penser que ces aides fiscales conduisent à des opérations qui ne correspondent pas nécessairement à l'attente de nos concitoyens. C'est la question sur les niches fiscales, mais on n'a pas le temps de rouvrir ce débat-là. Je suis désolé, Thierry Repentin approuve, Jean Arthuis. Je vous rejoins sur la nécessité, d'où d'ailleurs dans le projet de loi logement, la suppression de la zone C. Tous ces artifices. C'est le dernier mot. Ces réglementations C'est la de fin. complexité insupportable. Très bien, Merci beaucoup Merci. d'avoir participé. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, l'émission Déshabillons-les. Hélène Risser revient sur les différents congrès du PS. 1990 déjà à Reims ou 2008. Il y a toujours, Michel, des militants déçus par des chefs qui se déchirent. Voilà, bonsoir à tous, alors que nos invités continuent à débattre.